Côte d'Ivoire, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal Bonne Gouvernance, rapport d'activité 2023 de l'Inspection Générale d'État et des structures de contrôle de l'ordre administratif remis au vice-président de la République. Il fait le point des missions de contrôle et d'audit menées en 2023, couplées de recommandations visant à améliorer les performances des autorités de contrôle et un cadre permanent de suivi de ces recommandations est d'ailleurs annoncé. Toujours en Côte d'Ivoire, le Sénat clôt sa deuxième session ordinaire de l'année 2024 au cours d'une cérémonie officielle à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Une session qui s'achève et qui donne un satisfecit sur les activités menées par le Sénat ivoirien et l'action du gouvernement ivoirien avec une position prise contre l'orpaillage clandestin. Et puis ce jeudi, le verdict est tombé dans le procès de Mazan. Dominique Pellico est déclaré coupable de viol aggravé sur son ex-épouse Gisèle Pellico. Il est condamné à 20 ans de réclusion et les 50 co-accusés sont aussi déclarés coupables et leurs peines vont de 3 à 15 ans de prison. 26 d'entre eux partent immédiatement en détention. Il se tient ce jeudi 19 décembre 2024 un conseil des ministres présidé par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Le compte-rendu est à suivre dans nos prochains journaux. Mais avant, voyons la remise du rapport d'activité 2023 de l'Inspection Générale d'État au vice-président de la République, Tiemoko Meïlie-Koné. Ce rapport présente les dysfonctionnements portant principalement sur l'application des principes et règles de management, sur l'organisation et le fonctionnement des services ainsi que sur la gestion des finances publiques. Ce rapport présente aussi des recommandations pour améliorer les performances des autorités de contrôle. Le compte-rendu de Fatou Fofana, Lamine Dramé et Abou Soro. Le rapport d'activité de l'Inspection Générale d'État et des autres corps de contrôle de l'ordre administratif au titre de l'exercice 2023 a été remis au vice-président de la République, Tiemoko Meïlie-Koné. L'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, se soumet ainsi à un exercice dicté par les textes fondateurs de l'institution qu'il dirige. Ce rapport annuel rend compte des missions d'inspection et d'audit effectuées, évalue le fonctionnement des services publics et leurs performances et fait des propositions pour améliorer le fonctionnement des services publics et parapublics. Nous avons noté une nette amélioration en 2023 par rapport à 2022, en particulier dans la gestion des deniers publics et la performance opérationnelle des services, ce qui est à saluer et encourager. Il convient de souligner que la majorité des missions réalisées portent sur des audits, des inspections, des missions de détection de la fraude et de la mauvaise gestion financière. Elles ont été particulièrement efficaces pour déceler des dysfonctionnements, mais aussi pour mettre en place des actions correctives. Ces dysfonctionnements portent, en règle générale, sur l'application des principes et des règles de management, sur l'organisation et le fonctionnement des services, ainsi que sur la gestion des finances publiques. Enfin, je voudrais souligner la nécessité de mettre un accent particulier sur l'évaluation continue du fonctionnement et de la performance des services. À ce propos, le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie-Koné, a souligné l'importance du cadre permanent de suivi des recommandations de l'IGE, regroupant toutes les parties prenantes. Ce cadre il permet d'ailleurs déjà, de répertorier les dysfonctionnements majeurs et de faire mener les actions correctives urgentes pour y remédier. Le rapport que vous venez de me présenter relève des insuffisances persistantes, notamment quelques pratiques managériales défaillantes dans la gestion des finances publiques. À cet effet, les responsables administratifs concernés seront interpellés très rapidement pour intensifier leur action dans la correction des manquements constatés. Il met également en lumière des améliorations notables dans la gestion des deniers publics et la performance des services, témoignant ainsi d'une avancée vers une culture de gouvernance plus responsable et plus efficiente, comme le souhaite le président de la République.
Le vice-président a reçu le rapport annuel de l'inspection générale d'État qu'il va ensuite transmettre au président Alassane Ouattara. Pour le chef de l'État, l'exigence de répondre aux attentes des Ivoiriens en termes de qualité, de performance et d'efficience des services publics est une priorité. Autre élément, une de l'actualité en Côte d'Ivoire, la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Le Sénat a procédé à la clôture donc de ses activités pour cette année 2024 au cours d'une cérémonie officielle à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Une séance marquée par un discours de la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Camara. Une année qui s'achève sur une note de satisfecit sur les activités menées par le Sénat, l'action gouvernementale et aussi une prise de position contre l'orpaillage clandestin. Et sur ce point, il est demandé aux sénateurs de descendre sur le terrain pour des actions de sensibilisation des populations. Et les membres de la Chambre haute sont aussi invités à aller restituer les travaux du Sénat aux populations. Un extrait du discours prononcé par la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Camara. C'est donc avec un profond sentiment de reconnaissance que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue ici à Yamoussoukro et vous dire mes remerciements infinis pour la suite favorable réservée à notre invitation. Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, représentant le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, avec la présente cérémonie, le Sénat de la République de Côte d'Ivoire achève la première année de sa deuxième législature. Depuis le 12 avril 2018, en effet, que de chemin parcouru par notre Chambre. La session qui s'achève aujourd'hui a été marquée par des accomplissements majeurs, parmi lesquels l'organisation réussit en l'espace d'un mois de deux grands événements internationaux, le colloque des Sénats d'Afrique et le forum de la diaspora ivoirienne. Une telle performance n'aurait pas été possible en si peu de temps, sans la grande confiance que son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, place en notre Chambre. Je voudrais ici, solennellement, lui réitérer ma gratitude et celle de l'ensemble des sénateurs pour sa sollicitude qui constitue pour notre Chambre un réel motif d'encouragement à poursuivre nos missions avec davantage de détermination et d'engagement. La deuxième session ordinaire 2024 du Sénat, qui prend fin ce jour, a été des plus fructueuses. En effet, au titre de sa mission de législation, le Sénat a adopté 7 projets de loi, parmi lesquels le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD, signé le 29 mai 1990 à Paris, tel que modifié en octobre 2006, en septembre 2012 et en septembre 2013. Notre Chambre a également adopté le projet de loi portant code de déontologie et exercice de la profession de sage-femme et de maïeuticien. Le projet de loi portant code de déontologie et exercice de la profession infirmière. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2025. L'adoption du premier projet de loi marque le soutien ferme de la représentation nationale au gouvernement, qui souhaite faire bénéficier la Côte d'Ivoire des concours financiers de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD. Voilà, un extrait du bilan et des perspectives du Sénat présenté dans le discours prononcé ce jour par la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Camara, à l'occasion de la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Nous rappelons que l'ouverture de la prochaine séance est annoncée pour le 29 janvier 2025, toujours à Yamoussoukro.
Retour sur des positions prises par la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le phénomène de l'apatridie. Il y a 4 ans, en 2020, il était annoncé l'éradication donc de l'apatridie dans notre pays d'ici 2024. C'est à l'occasion du 5e anniversaire de la déclaration d'Abidjan des ministres d'État membres de la CEDEAO. Une promesse qui se tient, en tout cas pour la Côte d'Ivoire qui a adopté un plan d'action national. Et à quelques jours de la fin de 2024, le ministère de la Justice présente les résultats obtenus. Brouillapo et Kameldia. Un apatride, c'est une personne physique qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Certaines personnes naissent apatrides alors que d'autres le deviennent. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR, ils sont au nombre de 930 000, ces personnes en situation d'apatridie en Côte d'Ivoire. Les personnes apatrides sont exclues automatiquement de la participation dans l'économie du pays et également ils n'ont pas le droit de voyager, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école ni d'avoir un travail formel. Pour freiner ce phénomène, le gouvernement en collaboration avec le HCR mise sur le PANEACI, le plan d'action national pour l'éradication de l'apatridie en Côte d'Ivoire. Un programme qui a atteint à ce jour un taux de réalisation global de 47,22%. Le but de ce projet, une fois que ces personnes ont été identifiées, c'est de trouver des mesures pour réduire les cas d'apatridie avérés ou pour prévenir les cas d'apatridie. À l'issue de ces travaux, un mécanisme de suivi sera mis en place pour garantir la mise en œuvre efficace des recommandations validées. Et avoir une identité, ça a des avantages. Dans le reportage qui suit, je vous propose de suivre l'expérience de ces 91 Ivoiriens formés en Chine. Ils sont formateurs, encadreurs pédagogiques sous la tutelle du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ils travaillent sur le projet de conception, de construction d'équipements et d'assistance à la maintenance et à l'exploitation de 7 établissements de formation professionnelle ici en Côte d'Ivoire. Le point de Jean-Marc Chedji. 91 formateurs ivoiriens en provenance de Chine sont accueillis par les officiels du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Inscrits dans 6 établissements chinois, ces enseignants ont pu renforcer leurs capacités dans 8 filières. Ils reviennent après 4 mois d'études pour faire montre de leurs expériences au pays. Je tenais à dire un grand merci à monsieur le ministre parce que cette formation nous a permis d'acquérir beaucoup de connaissances. Nous avons appris beaucoup de choses et avec l'aide de Dieu, ce que nous avons appris, nous allons faire l'effort de pouvoir mettre au profit de nos jeunes frères, de nos enfants pour que demain notre pays, la Côte d'Ivoire, soit prospère comme la Chine. Surtout nous les enseignants, ça fait des années, on n'a jamais été à une formation, mais aujourd'hui nous donne l'occasion d'aller faire une formation hors du pays. Avec l'arrivée de cette deuxième vague, le ministère de tutelle enregistre au total 182 encadreurs pédagogiques ivoiriens formés en Chine. Ce programme s'inscrit dans le cadre du projet de conception, de construction, d'équipement et d'assistance à la maintenance et à l'exploitation de 7 établissements de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. C'est dans le cadre de l'Académie des talents que les formateurs sont allés se former et ils sont arrivés aujourd'hui. Plus tard, ils vont se mettre en formation encore pour 3 mois sur les équipements qui ont été livrés et qui ont été installés. Un groupe de 16 gestionnaires d'établissements se rendra très bientôt en Chine pour bénéficier du renforcement des capacités en matière de gouvernance des établissements, conformément à la vision de l'État de Côte d'Ivoire. Des formateurs performants font donc des écoles d'excellence. Rendons-nous au lycée d'enseignement artistique d'Abidjan qui ouvre ses portes au public. Il présente ses formations et le savoir-faire technique de ses élèves. Yves Niazalé et Khalil Diomandé. Pour célébrer ces 30 années d'existence, le lycée d'enseignement artistique d'Abidjan ouvre ses portes au public. Objectif, mettre en lumière les différentes filières proposées par l'établissement et valoriser les compétences techniques des élèves. Tous les parents d'élèves sont là avec nos élèves pour leur montrer ce que le lycée d'enseignement artistique fait. Alors après les cérémonies d'usage de ce matin, nous avons ouvert les portes des différents stands. Toutes nos spécialités sont ici en stand représentées. Nous avons le stand des arts plastiques où les parents passent pour voir concrètement
ce que les enfants font et ils sont à pied d'œuvre. Nous avons le stand de musique où les parents vont découvrir comment est-ce que nous entretenons ici nos enfants. Il y a également le stand des arts plastiques. Parmi les visiteurs du jour, des parents émerveillés par les réalisations de leurs enfants, à l'instar de Kwasi Nguessan. On s'attendait à rencontrer des enseignants, des éducateurs qui allaient nous dire « vos enfants ne viennent pas à l'heure ». Mais grande fut notre surprise quand nous sommes arrivés ici de voir qu'on nous présentait le travail fourni par nos enfants. Nous, notre fille qui est passionnée du piano et depuis l'âge de 8 ans, il faut dire que depuis son arrivée ici cette année, elle apprend à lire la musique et seule, elle produit des œuvres vraiment qui nous satisfait. Cette journée porte ouverte a été marquée par une table ronde pour dresser le bilan des 30 dernières années et engager les perspectives d'avenir pour le lycée d'enseignement artistique d'Abidjan. Les portes sont grandes ouvertes sur la période des fêtes de fin d'année, mais attention, ne pas anticiper sur les vacances. À Bongouanou, une marche blanche est d'ailleurs organisée pour sensibiliser à suivre le calendrier scolaire. Le reportage de Herman Yamia. Des élèves consciencieux et responsables qui disent non aux congés anticipés et aux violences en milieu scolaire. C'est un engagement des élèves de Bongouanou qui l'ont matérialisé par une marche dénommée Marche blanche contre la violence en milieu scolaire, notamment la violence armée. Pancarte à main, ils ont marché de la place de la République jusqu'à la préfecture des régions du Moronou sur une distance d'environ 4 km. Nous voulons impacter notre génération. Nous voulons devenir également comme Madame le Préfet. Choisissez d'être des artisanes et des artisans de la paix et la non-violence. Tournons donc les dos aux congés anticipés, aux bagarres qui nuisent à notre société. Cette violence doit être bannie car elle ne fait que détruire ce que nous voulons construire, qui est un avenir de paix, de santé, de respect et de responsabilité. Cette marche des élèves a été organisée en collaboration avec le Razalaou, le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest. Dans les missions de Razalaou, il y a la contribution à la réduction de la violence, notamment la violence en milieu communautaire. Et nous, depuis notre création, nous avons fait du milieu scolaire notre champ d'action. Représentant le préfet des régions du Moronou, la secrétaire générale 1 de préfecture a salué cette initiative avant d'exhorter les élèves à se détourner de la violence en privilégiant plutôt la réussite scolaire. Chers enfants, vous êtes l'avenir de demain. Je vous demande de respecter les encadreurs, de respecter vos amis et de travailler pour être les leaders de demain. Rappelons que c'est suite à une tentative de perturbation des cours le mardi dernier par des inconnus que les élèves eux-mêmes se sont engagés à mener cette action pour dire non au congé anticipé. Voilà, des élèves qui disent non au congé anticipé. La période des fêtes invite à la générosité, au don. Le Centre national de transfusion sanguine appelle de manière permanente au don de sang pour sauver des vies. L'objectif pour cette année a été fixé à 300 000 poches de sang, un mot d'ordre que suit fidèlement le club des donneurs de sang bénévoles. Une collecte de sang est organisée dans la commune de Koumassi. Anaël de Crisa et Sidonie Davila. Ce dimanche, au quartier Soweto à Koumassi, Jean Boris participe à une activité qui lui est familière. Depuis quelque temps, ce trentenaire donne régulièrement de son sang. Pour la 3e fois cette année, il répond à l'appel du club des donneurs de sang bénévoles. Moi, j'encourage mes frères et sœurs de venir faire le même geste avec moi pour qu'on puisse sauver des vies ensemble. Ce club de donneurs de sang, d'où sont issus plusieurs jeunes de la commune de Koumassi, organise tous les 2 mois cette collecte. Il sensibilise sur l'importance de cet acte. Ça sauve des vies et c'est bon pour moi-même ma santé, quoi. Voilà, depuis que je donne le sang, bon, il n'y a jamais eu de problème de sang. Quand il vient, la tension, tout. C'est comme je suis un peu suivi par les docteurs. Nous décidons de donner le peu de sang que nous avons pour pouvoir sauver des vies humaines. Nous avons en ordre actif plus de 6 650 poches de sang. Le club des donneurs de sang bénévoles existe depuis 2006. Il a par ailleurs obtenu le prix de la meilleure association lors de la journée mondiale du donneur de sang le 14 juin dernier. Vu qu'on parle de santé, je vous propose un bilan des 30 ans de lutte contre le VIH-Sida avec le Conseil des ONG de lutte contre le sida et les autres pandémies de Côte d'Ivoire, Générosa Akwadio et Sephora Zigui.
30 ans de lutte acharnée contre le VIH-Sida et les autres pandémies. Le Conseil des ONG de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, COSI, célèbre ce cap avec ses partenaires institutionnels et les ONG. Au vu des résultats encourageants obtenus, après plus de 3 décennies de lutte contre le VIH-Sida et les autres pandémies. Mais force est de reconnaître l'appui non moins important des ONG à la baisse significative du taux de prévalence du VIH-Sida et à l'accès aux soins pour les personnes infectées depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci au nom de tous les récipiendaires pour avoir reconnu toutes ces actions. Mesdames et messieurs, chacun et chacune lutte et doit continuer à lutter contre le VIH-Sida. Le représentant du ministre de la Santé, Pierre Demba, et le directeur pays de ONU-SIDA ont mis en lumière l'importance des actions conjointes pour réduire davantage l'impact du VIH-Sida en Côte d'Ivoire. En défendant des solutions innovantes, en mobilisant des ressources et en bâtissant des ponts entre les secteurs, vous avez fait de la riposte au VIH en Côte d'Ivoire un exemple d'espoir et de progrès. Nous voudrions ici et maintenant saluer le courage et la vision du COSI qui a cru en ses capacités d'acteur de la société civile et joué pleinement sa partition pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre cette pandémie. En 30 ans, le COSI s'est affirmé comme un acteur clé de la lutte contre le VIH-Sida et les autres pandémies en Côte d'Ivoire. Suivi de l'avancée à présent des travaux d'aménagement du grand carrefour de Koumassi et du carrefour Akwaba à Port-Boué. Les travaux s'achèveront respectivement sur ces 2 axes en juillet 2025 et fin janvier 2025. Et dans l'attente donc de la remise des chantiers, des mesures sont annoncées pour améliorer la fluidité routière. Une voie supplémentaire sera créée pour les usagers se rendant à l'aéroport. Voilà une bonne nouvelle que rapporte Léon Pro. Fin janvier 2025 pour la livraison du carrefour Akwaba et juillet 2027 pour le grand carrefour de Koumassi. Ces 2 dates, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier les rappelle avec insistance aux constructeurs des 2 ouvrages pour fluidifier la circulation. Un objectif contrarié pour l'heure par les travaux en cours du fait des embouteillages occasionnés. Amédée Kouakou prend donc des mesures pour décongestionner le carrefour Akwaba et le grand carrefour de Koumassi, à savoir entre autres l'aménagement d'une voie supplémentaire dans les 2 sens de circulation entre Makori et l'aéroport. C'est la veille des fêtes, les Ivoiriens veulent se déplacer un peu plus vite. Pour tous ceux qui quittent Makori pour aller vers l'aéroport, actuellement il y a 2 voies de circulation. Nous avons vu pour qu'une voie supplémentaire soit créée, pour qu'on en ait 3, et aussi de l'aéroport pour venir en ville, qui en a aussi 3 voies. On ne va pas sûrement supprimer tous les embouteillages parce que les travaux ne sont pas terminés. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais on a essayé quand même, avec l'ensemble des techniciens, de voir comment on peut faire pour que nos populations puissent circuler un peu mieux. L'aménagement du carrefour Akwaba pour réaliser un carrefour giratoire à 3 voies est déjà effectué à 82% sur financement de la Banque mondiale. Les travaux du grand carrefour de Koumassi sont financés, eux, par un don américain d'environ 16 milliards de francs CFA dans le cadre du Millennium Challenge Corporation. Et les travaux de développement également dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tonkpi, précisément dans la ville de Biankouma, où 6,5 km de bitume est offert à la ville. Les travaux donc sont offerts par le président de la République pour faciliter la circulation dans les différents quartiers de cette ville. Selon ces images de Jean-Marc Djadji, les travaux ont bel et bien commencé. On regarde. Fini les difficultés de circulation dans la commune de Biankouma, région du Tonkpi. Très bientôt, 6,5 km de bitume seront offertes à la ville. Le démarrage des travaux donne déjà de l'espoir aux populations. Un geste du président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, avec les ouvertures de routes que nous avons, cela va nous permettre de circuler librement, transporter nos marchandises vers le marché et en fait vraiment donner une belle allure à la ville. Aujourd'hui, nous sommes unis, nous voyons ce qui se passe dans la ville de Biankouma. Grand merci à son Excellence, le président Alassane Ouattara, l'homme du développement. Les machines à l'œuvre,
sont des signaux forts pour une ville qui amorce son développement. Pour le maire de la commune de Biankouma, les attentes de la population sont devenues une réalité. Dans le cadre du PS Gouv, à des secteurs comme le secteur routier, le secteur santé, le secteur éducation et j'en passe, où il vient en appoint aux collectivités, nous qui avons donc la charge du développement local. Et Biankouma bénéficie aujourd'hui au niveau du bitumage de 6 km 500 et de la voie Biankouma-Sipilou qui fait à peu près 60 et quelques kilomètres qui est pris en compte. Vraiment, c'est les remerciements à M. le Président, c'est les remerciements à M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, fils de la région, fils du village, à ce souci permanent de porter à qui de droit les préoccupations des parents. La fin des travaux du bitumage de la ville de Biankouma est prévue pour le 31 juillet 2025. Et toujours le développement des infrastructures administratives, cette fois avec un bâtiment de 5 étages qui devrait bientôt accueillir les agents de l'ONS et de la Direction des affaires financières du ministère des Sports et du cadre de vie. Dans 9 mois, pratiquement, le chantier devrait être livré. Suivons cette visite de chantier avec Ngamblé Konaté et Véronique Conin. Le futur bâtiment administratif du ministère des Sports et du cadre de vie prend forme. Long de 51 mètres et haut de 24 mètres, le bâtiment situé entre le stade Félix Houphouët-Boigny et la cathédrale Saint-Paul dans la commune du Plateau est un immeuble R+5 avec des bureaux modernes et des composantes respectueuses de l'écologie. Ce lundi 16 décembre 2024, le ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adjemetch Silas, en visite sur le chantier, a pu le constater. Guidé par les ingénieurs du BNET, Adjemetch Silas, accompagné de ses plus proches collaborateurs, s'est montré enthousiaste et satisfait de l'évolution des travaux du futur bâtiment administratif de son département ministériel. La direction générale de l'ONS, c'est le poumon du ministère des Sports. Il faut donc que cette direction générale soit dans de très bonnes conditions de travail. Et ce bâtiment est une réponse claire à cette préoccupation. Et souhaiter que, une fois ce bâtiment nous est livré en août 2025, nous en fassions un bon usage. Débutée en mars 2023, la construction de l'édifice prendra fin en août 2025. Le développement administratif, c'est aussi la dématérialisation des actes. Suivant cette cérémonie d'exhortation des opérateurs économiques de la région du Tonpi sur le logiciel e-fournisseur dans la ville de Mans. Siaka Kone nous fait le point. Sensibiliser les opérateurs économiques sur le portail e-fournisseur, présenter les fonctionnalités des e-fournisseurs et permettre aux prestataires et aux fournisseurs de l'État de s'enrôler en vue de son utilisation. Tels sont les objectifs visés par CELIOP, cellule d'information des opérateurs économiques, au cours de cette rencontre avec les prestataires et fournisseurs de l'État à l'hôtel communal de Mans. Aujourd'hui, le fournisseur, quelle que soit sa position sur le globe, là où fonctionne Internet, s'il est enrôlé, il peut interroger notre administration sur la position de sa facture, sur l'évolution de sa facture dans le circuit de la dépense. Alors, est-ce que le Trésor a fait la prise en charge de ma facture? Est-ce que je suis payé? Alors, si même il est payé, naturellement, le logiciel lui permet de voir, avoir une visibilité sur le règlement qui est fait. Donc, c'est un formidable outil de transparence budgétaire que l'État a mis en place pour accompagner le dialogue État-secteur privé. Logé au sein de la Direction générale du budget et des finances, le produit novateur de la CELIOP est une satisfaction pour les fournisseurs. Je pense bien que les fournisseurs de Mans seront dans cette base de données afin de pouvoir suivre l'évolution de leurs différents fournitures. Certaines informations que nous avons été vraiment dites ce jour à cette formation, vraiment, ça nous permet aussi d'apprendre beaucoup de choses sur l'évolution de notre facture. Lancé en 2022, le portail e-fournisseur permet aux prestataires et fournisseurs de l'État de suivre en temps réel et sans interaction humaine leurs opérations budgétaires depuis l'engagement jusqu'au paiement.
Un challenge pour le record Guinness, c'est dans un marathon culinaire que se lance la chef cuisinière Mélanie Céline Zenab Bansé. Elle se lance le défi du plus long marathon culinaire, 5 jours. L'Ivoirienne devra concocter des plats sur la base de menus ivoiriens non-stop en vue de battre le record Guinness à la cuisine détenu par l'Irlandais Alan Fisher. On la suit depuis l'Agora de Koumassi avec nos reporters Amakadi Kone et Jean-Marc Diadi. Entourée de son staff, Zenab, chef cuisinière ivoirienne, donne les dernières consignes avant le top départ. Elle s'est fixée comme objectif de battre le record du plus long marathon culinaire détenu jusqu'ici par l'Irlandais Alan Fisher qui est de 119 heures 57 minutes. Pendant 5 jours et 5 nuits, Zenab devra cuisiner sans faillir 120 heures pour entrer dans le livre des records. Ce n'est pas d'un coup pour dire on veut faire un record Guinness. Déjà, il faut être prêt mentalement. Et moi, je pense que depuis le premier jour, j'ai eu l'envie de battre ce record-là. J'étais prête déjà. Maintenant, il fallait faire des efforts, des épreuves physiques. Il y a plein de choses qu'il faut faire pour être prêt. Et là, je pense qu'on a tout fait. Avant de se lancer, tout est réglé au millimètre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a tellement de trucs ici qu'on doit essayer de mettre ça un peu partout. Autour d'elle, des amis, des proches, des inconnus. Tous venus encourager celle qui s'apprête à dépasser des limites. Elle a la force, elle est déterminée, donc on va forcément la gagner cette victoire. La soutient, Dieu avec elle sur le monde. Nous allons gagner, nous allons remporter. Durant ces 5 jours, la chef cuisinière ambitionne préparer 15 000 plats qui seront ensuite distribués au public et aux personnes démunies dans le district d'Abidjan. Et voilà, un challenge de 120 heures pour le record Guinness déjà entamé avec plus de 30 heures par Zenab Bansé. L'actualité hors de nos frontières avec ce verdict qui tombe sur le procès de Mazan. Dominique Pellicot est déclaré coupable de viol aggravé sur son ex-épouse Gisèle Pellicot. Il est condamné à 20 ans de réclusion. Ses 50 co-accusés sont aussi déclarés coupables et leurs peines vont de 3 à 15 ans de prison. 26 d'entre eux sont immédiatement partis en détention. Et puis la situation de Dominique Pellicot fera l'objet d'un réexamen pour juger de sa sûreté. Il sera outre inscrit au fichier national de France des délinquants sexuels. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Ce journal était traduit en langue des signes. Je vous retrouve dès lundi à 13h sur RTI 1. Je vous souhaite un excellent après-midi.